les principaux titres. Atelier de présentation des partenariats publics-privés. Actualité internationale, l'ONU prolonge d'un an l'embargo sur les armes au Centrafrique. Merci encore, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez sur cette édition. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mostafa Mohamed Mahmoud, et son collègue en charge du budget, M. Abdelkrim Aden Cher, participent au sommet mondial sur l'éducation co-présidé par le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président kenyan Uhuru Kenyatta qui s'est clôturé aujourd'hui à Londres. La délégation conduite par les deux ministres est composée de plusieurs hauts responsables de leur département. À noter la participation à ce sommet de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, notamment le président du Niger, du Kenya, du Nigeria, du Ghana, du Togo, de la Gambie et du Premier ministre de la Somalie. Ont envoyé des messages vidéo à Mme Amina Mohamed SG, adjointe de l'ONU, Macky Sall, Gordon Brown et Paul Kagame. Il est signalé que le président de la République, son Excellence M. Ismaël Merguel, a adressé à l'occasion de ce sommet un message à son homologue, le président du Kenya, son Excellence M. Kenyatta, pour lui témoigner de son appui pour l'organisation du sommet, mais également pour indiquer que la République de Djibouti accorde une priorité dans la politique de développement du pays. Les deux ministres ont tenu en marge du sommet des réunions bilatérales, chacun dans son domaine de compétences. Ainsi, le MENFOP s'est réuni avec son homologue du Sénégal, M. Mamadou Talla, où il a été question de l'établissement d'une coopération formalisée dans tous les domaines de l'éducation, et notamment celui de la formation. Il a également rencontré la directrice générale du GPE, Mme Alice Albright. Le ministre a abordé à cette occasion le renforcement des financements du GPE au système éducatif national. Le ministre a en outre rencontré l'envoyé spécial du Premier ministre britannique Boris Johnson pour l'éducation des filles pour discuter de l'accompagnement du gouvernement britannique sur la scolarisation des filles et de manière générale sur la promotion de la fille et de la femme dans la société djiboutienne. Le ministre du Budget, à son côté, a eu plusieurs rencontres, notamment une réunion de travail avec des investisseurs privés britanniques désireux d'investir dans la construction des logements sociaux et dans l'énergie éolienne. Rappelons que les deux ministres ont pris part à la réception officielle VIP offerte en l'honneur des ministres par la princesse Anna, fille de la reine d'Angleterre. La délégation djiboutienne a eu le grand honneur de rencontrer Mo Farah, qui a été très heureux de recevoir les ministres et leurs accompagnateurs. Écoutons à présent la déclaration du ministre Mostafa Mohamed Mahmoud. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellence, Mesdames et Messieurs. Excellencies, ladies and gentlemen, since the beginning of the pandemic, this terrible unexpected pandemic, our government has put in place a plan to tackle this. This national plan covers education. There are a number of strategic elements to this in order to act immediately to ensure that there is continued education, that we can bring teachers and children back to school so that the Department of Education is equipped to face this crisis and ensure that there is a resilience plan for all students so that we can offer quality distance learning if necessary. And we need vaccinations for all our workers in schools. We have done all we can to ensure that we've maintained education systems with the proper health standards in place. And teachers have done so hard and have given so much to make this possible. I thank them. I salute them. Now, the COVID fund from the GPE has helped us. I would like to thank the GPE for this support. Now, with regard to our national funding for education in Djibouti, 24% of our national budget goes to education. Djibouti and representatives here are undertaking to continue to support our educational sector at the same level until 2025. Autre actualité à présent, le ministre des Affaires musulmanes inaugure une mosquée de camp Cheikh Moussa de la gendarmerie nationale OPK 23.
Le ministre des Affaires musulmanes et bien Warf, son Excellence, M. Moumin Hassan Barre, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed ont procédé hier vendredi 30 juillet 2021 à l'inauguration d'une nouvelle mosquée au camp Cheikh Moussa de la gendarmerie nationale située au PK 23. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'état-major et de la gendarmerie nationale par intérim, le colonel Ibrahim Elmi, du préfet de la région d'Arta et du président du conseil régional d'Arta. Cette mosquée est financée sous forme de dons faits par Mariam Al-Qabendi, sœur de l'ancien ambassadeur du Koweït à Djibouti, son Excellence Youssouf Hussein. De nombreuses personnalités civiles et militaires ont assisté à cette cérémonie inaugurale qui s'est tenue à l'enceinte de l'école de formation de la gendarmerie nationale au PK 23. Était présent également notamment le chargé d'affaires de l'ambassade de l'État de Koweït à Djibouti, M. Khaled Al-Hussein, le directeur général des biens Warf, M. Elmi Nour Jama, et le directeur général de l'Institut Al-Wasatiya et la culture de paix, M. Al-Saleh Ahmed Abdallah. Le nouveau lieu de culte peut accueillir jusqu'à 600 fidèles. Il est construit à la place de l'ancien édifice existant avec des extensions et des travaux de rénovation assortis d'un minaret. Après l'accomplissement de la prière rituelle de vendredi au sein de cette mosquée, cette cérémonie a été suivie d'un déjeuner offert par l'état-major de la gendarmerie nationale en l'honneur des ministres et des invités. Autre actualité, identifier les maillons essentiels de Djibouti, valoriser le potentiel du pays et asseoir une dynamique industrielle. C'était l'objectif d'un atelier de présentation des partenariats publics-privés qui a été organisé par la Direction générale des partenariats publics-privés du ministère de l'économie et des finances le jeudi au centre Clé. Une mission donnait un aperçu général du concept du partenariat public-privé au ministère sectoriel, aux établissements et entreprises publiques, ainsi qu'au secteur privé. Le PPP, défini comme un accord contractuel à long terme, constitue un mode de financement privilégié qui met à contribution le secteur privé pour concevoir, construire, financer et ou exploiter des ouvrages d'infrastructures nouveaux ou existants afin d'améliorer les services fournis et gérer les installations relevant jusqu'ici du secteur public. En effet, le triple P est un outil efficace pour mener à bien les projets d'infrastructure, d'assurer des missions de service public et plus largement d'innover dans le contexte des efforts entrepris pour la croissance économique. Cet atelier de présentation fut aussi l'occasion de discuter amplement des différents projets du triple P réussis dans quelques pays en développement. Les différents intervenants ont pour leur part émis le souhait d'intensifier les rencontrer et d'organiser des ateliers de formation, d'information et d'études pour entreprendre et réussir dans les meilleures conditions les futurs projets susceptibles d'être présentés en mode les triple P. À présent, le secrétaire général a expliqué qu'il existe des risques potentiels liés au projet qu'il faut savoir atténuer. Écoutons. Les investissements vont nous permettre de soutenir l'activité et l'emploi et d'améliorer l'attractivité de notre pays. Et dans la mesure où le réseau d'infrastructures joue un rôle capital dans le développement économique et social du pays et que le niveau d'endettement de l'État ne cesse de croître, malheureusement, il est nécessaire de s'orienter vers la recherche de nouveaux mécanismes de financement des infrastructures publiques et des services publics. Le gouvernement est résolument engagé dans la dynamique de la réalisation des grands projets d'infrastructures afin de fournir des services publics et de qualité aux citoyens, mais également d'impliquer davantage le secteur privé dans la création de la richesse nationale et d'accompagner son développement. Et pour atteindre ces objectifs, la volonté politique de faire du partenariat public-privé un instrument de financement des projets de développement, mais aussi des mesures de politique économique. Le partenariat public-privé, mesdames et messieurs, défini comme un accord contractuel à long terme, constitue un mode de financement privilégié et qui met à contribution le secteur privé pour concevoir, construire, financer et ou exploiter des ouvrages d'infrastructures nouveaux ou existants afin d'améliorer les services publics et fournir et gérer des installations relevantes jusqu'à ce moment-là du secteur public. C'est un outil efficace pour mener à bien des services d'infrastructure, pour assurer des missions de services publics et plus largement pour innover dans le contexte des efforts entrepris dans la croissance économique. Un des principes fondamentaux des PPP,
qui les différencie des autres formes traditionnelles de passation de marché, et le partage des risques entre les partenaires publics et privés. Les PPP partent du constat que les entités publiques et privées ont respectivement des compétences spécifiques et qu'en optimisant la mise en œuvre de ces compétences dans la réalisation d'un projet commun, chaque partenaire prenant en charge les risques qu'il est le mieux à maîtriser, il est possible d'obtenir des infrastructures ou des services publics de meilleur rapport qualité. Toutefois, la réussite d'un PPP dépend d'un ensemble de paramètres tels que l'environnement institutionnel et juridique, les niveaux de préparation en amont des acteurs publics, le montage de projets dans le respect des étapes et des procédures. La loi relative au PPP promulguée le 29 mai 2017 a pour objet d'établir un cadre juridique stable aux investisseurs nationaux et internationaux souhaitant participer au développement de l'économie djiboutienne. Elle encadre le recours aux contrats PPP susceptibles de générer des risques juridiques et financiers importants pour les deux partenaires. Et c'est conformément aux meilleures pratiques internationales que la loi instaure d'une part des procédures spécifiques de recours à ce type de contrats et d'autre part, elle met en place des institutions chargées d'assister les autorités contractantes lors de recours à un PPP. Le directeur général de l'ADDS, M. Mahdi Mohamed Jama, le représentant du HCR, M. Sakor, et le secrétaire exécutif adjoint de l'ONARS, M. Mohamed Kamil, ont dirigé les travaux d'une réunion de coordination pour faire le point sur les réalisations en matière du CRRF ou cadre d'action en faveur des réfugiés. Il faut souligner que le gouvernement de Djibouti avait pris des engagements depuis le sommet de New York en 2016 par la voix du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Le directeur général de l'ADDS, Mahdi Mohamed Jama, a prononcé un mot de bienvenue dans lequel il a d'abord remercié l'ensemble des participants pour leur engagement et les objectifs de la rencontre. La rencontre a démarré par une courte vidéo suivie sur les réalisations de l'ADDS en matière d'accès des réfugiés aux infrastructures et services sociaux de base, ce qui a ouvert la voie à une présentation sur un rappel historique sur le cadre d'action globale en faveur des réfugiés et les engagements de la République de Djibouti. À ce jour, plusieurs dizaines de jeunes réfugiés au High School Certification, équivalent du baccalauréat session 2021. L'assistance a ensuite suivi d'une présentation sur le projet d'ERDIP, qui est une réponse au déplacement forcé de populations de la Corne d'Afrique. Ce projet, à travers sa composante GEA ou groupe d'entraide et d'affinité, qui a fait ses preuves pour la mise en place de sortes de coopératives visant à lancer des activités génératrices de revenus. Le constat a été le même pour le projet d'aide à l'entrepreneuriat des jeunes, qui a également enregistré des succès remarquables et qui a un modèle dans les genres. Les participants ont suivi 2 dernières présentations, l'une sur les engagements de la République de Djibouti et ce qui a été réalisé dans ce cadre. Les travaux de la réunion se sont achevés avec un rendez-vous qui a été pris pour tenir des réunions techniques sectorielles qui auront vocation à trouver des solutions et des réponses adéquates aux problématiques qui ont émergé lors de la mise en œuvre des projets en lien avec les engagements de la République de Djibouti dans le cadre du CRRF. Trois grands engagements ont été pris par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, lors du sommet de New York pour les réfugiés en septembre 2016. Cela a été renforcé par 5 autres engagements pris par notre pays à travers le Forum mondial sur les réfugiés à Genève en décembre 2019. À présent, quelques réactions des participants au micro de la RTD. Aujourd'hui, une réunion concernant le CRRF. Le CRRF, bien sûr, est une appellation, le cadre d'action globale pour les réfugiés. C'est un nouveau concept, c'est-à-dire que notre gouvernement s'est engagé depuis le sommet de New York en 2016 à 3 grands engagements, c'est-à-dire qu'on devrait normalement faire une loi sur les réfugiés, ce qui a été fait, une intégration des enfants réfugiés au niveau de l'éducation nationale et une intégration des réfugiés au niveau sanitaire.
Djibouti a également renforcé cet engagement en décembre 2019 avec 5 nouveaux autres engagements qui vont donner une autonomisation complète aux réfugiés et une intégration dans les domaines socio-économiques de base. Donc actuellement, aujourd'hui, la réunion qui s'est tenue au niveau du bureau au sein de la DDS est une réunion de préparation aux futures communautés de pilotage qu'on va tenir très prochainement. Et ça nous permet de revoir un peu les activités de ce cadre du CRF qui ont été réalisées depuis 2016. Ces réunions n'ont pas été tenues depuis 2 années à cause du Covid. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles revêtent d'une importance capitale. Vers une surveillance accrue des maladies animales prioritaires, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche et de l'Élevage et des Ressources halieutiques, le bureau de la représentation de la FAO à Djibouti, en étroite collaboration avec la direction de l'élevage et des services vétérinaires, a organisé durant 3 jours un atelier de formation sur les maladies animales prioritaires dans la région d'Ali Sabié. Plus de 60 acteurs, des auxiliaires de l'élevage, des facilitateurs des champs, d'écoles agro-pastoraux et les agents des services vétérinaires déconcentrés du région du Sud, Ali Sabié et Dikil, ont largement profité des savoirs transmis lors de cette formation. Cet atelier a été prolongé par des séances pratiques au milieu de terrain portant sur plusieurs thématiques de la santé animale de base et de production animale, ce qui permettra par la même occasion de mêler une séance de prestations cliniques auprès des élevateurs de la zone périphérique d'Ali Sabié tout en sensibilisant les nomades sur les maux des cheptels. L'initiative vise à renforcer les capacités des auxiliaires d'élevage et des agents vétérinaires, notamment pour le diagnostic clinique et le traitement des maladies animales prioritaires en milieu rural, d'assurer une couverture vétérinaire suffisante et des soins de qualité aux animaux afin de préserver et de sécuriser le moyen d'existence au milieu rural. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet du renforcement de la productivité des productions végétales et animales à Djibouti. Cette formation est principalement destinée aux agents communautaires afin d'améliorer la prestation des services de santé animale dans la région et de pallier à l'absence de la couverture vétérinaire en zone rurale. L'amélioration de la prestation des services vétérinaires sera un atout pour protéger les actifs des élevateurs et mieux se préparer à faire face aux risques sanitaires. Plus spécifiquement, elle vise à renforcer les capacités des services vétérinaires et de production animale de manière à améliorer ces services de proximité aux éleveurs en matière de diagnostic clinique, de traitement des maladies animales prioritaires et de prévenir la propagation des agents pathogènes. C'est dans cette optique que le bureau de la FAO à Djibouti appuie les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer la capacité du diagnostic des maladies animales afin de détecter et de signaler les maladies transfrontalières prioritaires qui ont de graves répercussions sur la santé publique ou 60% des maladies affectant les humains ont pour origine les animaux. De retour au siège du conseil régional, cet atelier a pris fin par la remise des kits aux participants. La cérémonie de remise a vu la participation du préfet de la région, M. Moussa Adel Bigane, le vice-président du conseil régional, Nour Saïd Keldon, du directeur de l'élevage et des services vétérinaires, M. Moussa Ibrahim, et du représentant de la FAO. Djibouti Port and Corridor Road, connu dans son acronyme le DPCR, a pour mission la réhabilitation, la modernisation et le développement du réseau de corridors routiers liant les ports de la République de Djibouti aux pays limitrophes, ainsi que l'existence, l'entretien, la maintenance et la mise en service de routes corridors. Voici un magazine de la rédaction. Profit de sa position stratégique du fait qu'elle soit placée sur l'une des routes commerciales les plus fréquentées au monde, la République de Djibouti s'est lancée ces dernières années dans la construction et la modernisation de ses couloirs terrestres reliant ses différents ports aux pays voisins. Cette réhabilitation des corridors s'est faite sur fonds propres ou sur appui des pays amis. Sachant que le corridor national numéro 1 menant jusqu'au poste frontière de Kalafi, au nord-ouest du pays et reliant Djibouti à l'Éthiopie, est le principal vecteur ou voie de communication entre les deux pays, puisqu'il assure à lui seul
90% de l'import-export éthiopien. Il est donc vital pour l'Éthiopie et source d'entrée des devises pour Djibouti. Cet axe routier est donc d'une importance capitale dans l'acheminement des marchandises et des biens entre les deux pays voisins. C'est avec l'appui du gouvernement japonais qu'une portion de cette route, sur une distance d'une vingtaine de kilomètres, a été réhabilitée et remise en état. Ces tronçons de Daguerou et Ralafi comportent plusieurs dallots qui ont été construits à ces fins que les eaux pluviales puissent passer sous la route asphaltée. Après l'inauguration de ce tronçon de route entre Daguerou et Ralafi, au fin fond du pays, voie parfaitement remise en état et aisément praticable sur une vingtaine de kilomètres. Le 18 février, au lieu le coup d'envoi des travaux de réhabilitation et rénovation du tronçon routier entre Dikil et Daguerou sur une distance de 80 km. La RN1, c'est l'artère principale par laquelle transitent 90% des marchandises manutentionnées par le port de Djibouti. C'est une route longue de 220 km. Concernant les projets qui ont été réalisés sur la RN1, et plus particulièrement le tronçon qui était sérieusement dégradé, à savoir la section Ngalafi-Dikil. Comme vous le savez, le premier 20 km de Ngalafi-Daguerou a été reconstruit, a été ouvert à la circulation fin 2020. Pour la section restante entre Daguerou et Dikil, une partie est déjà en cours de reconstruction par une entreprise éthiopienne et ce projet est financé directement par Djibouti pour le corridor. La reconstruction de la section restante sera lancée sous peu et est financée par le Fonds saoudien. Djibouti Port Corridor, route est une entité sous tutelle de l'autorité des ports et des zones franches. Créée en 2017, la société a pour mission de la réhabilitation, la modernisation et le développement du réseau des corridors routiers reliant les ports de Djibouti aux pays limitrophes, ainsi que l'extension, l'entretien, la maintenance et la mise en service des routes corridors. Tous les endroits où les points ayant subi des dégradations importantes ont été identifiés et les réhabilitations seront lancées prochainement. Donc, à travers ces projets, vous comprendrez très bien que le gouvernement djiboutien, à travers DPCR, nous menons des projets pour que la RN1 puisse permettre une meilleure circulation, garantir la sécurité des biens et des personnes. En effet, la reconstruction de cette vieille route longue de quelques 219 km, la circulation des camions et semi-remorques sera fluidifiée, mais également le temps de trajet fortement réduit. Actualité internationale à présent, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé d'1 an l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine. Le vote a eu lieu jeudi à New York et parmi les 15 membres du Conseil, 14 voix étaient en faveur. La Chine a fait abstention. L'ambassadeur de France auprès de l'ONU, Nicolas Durivière, a déclaré que cette décision était importante car la situation en Centrafrique se détériore. Dai Binch, le représentant chinois auprès des Nations Unies, a déclaré que l'embargo est devenu un obstacle aux efforts du gouvernement de la RCA qui vise à promouvoir la paix et la réconciliation dans le pays. Parmi les 9 dérogations du texte, le Conseil inclut pour la première fois des livraisons de mortiers et de munitions, un assouplissement salué par la Russie et le Kenya. Le représentant russe auprès de l'ONU, Vassili, a noté les efforts de l'ONU qui semblent vouloir alléger le poids des sanctions. Le Conseil de sécurité a imposé l'embargo sur les armes contre la République centrafricaine en décembre 2013, lorsque des rebelles Selaka avaient évincé le président de l'époque, François Bozizé. Depuis 2014, le pays est toujours sous la protection des casques bleus. C'est tout pour cette édition de 15h. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis et restez avec nous pour la suite du programme.